Ok, on donne aux gens 2 minutes plus et on commence. Bonsoir à tout le monde. 2 minutes, pardon. Oui, le 2 minutes est déjà passé. Je crois qu'on peut commencer. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on fait un peu le PVS et comment intégrer le PVS dans le moins intelligent, pardon, dans le PVS. Quel tool on peut utiliser pour faire ça. Et pour la présentation, je vais commencer à dire. Mon français n'est pas trop bon, mais je vais essayer. Pour parler bien en français, mais aussi, moi, je suis personne focale de gendre à Alliance Biodiversité et SIAT. Je suis basée à Nairobi. Aussi, on a Evelyne Kampare. Elle travaille avec ENERA, mais aussi c'est un enseignant dans la université à Burkina. Elle a aussi travaillé beaucoup sur le gendre et aussi sur le breeding comme moi. La troisième personne aussi qu'on est ici, qui va aussi répondre beaucoup plus à la question parce qu'elle ne parle pas français, c'est Jumia Yila. Elle est aussi la personne focale de gendre à IRI, ça veut dire qui travaille sur le riz. Elle est basée à Ouganda. Et aussi, comme nous, elle aussi travaille beaucoup sur la gendre et aussi sur le breeding. Maintenant, le cours qu'on va faire, c'est 1h30 minutes. Ça veut dire, je vais commencer, je fais un peu le contexte, l'introduction, pourquoi la gendre est important quand tu fais le PVS. On va arrêter, poser les questions, répondre à les questions parce qu'on veut que c'est interactif. Après ça aussi, Evelyne va continuer pour parler un peu sur les différents tools que tu peux utiliser, comment analyser les données là, comment communiquer les données. Et après même le PVS, on doit faire quoi? Et après ça aussi, on va aussi prendre les questions, répondre sur ça. Et on va aussi envoyer un petit questionnaire pour remplir. Comment tu vas voir les études qu'on a fait ensemble et comment on peut même ajouter ça ou arranger ça un peu. On a aussi le questionnaire qu'on va envoyer. Maintenant, le questionnaire, c'est en anglais, mais on va faire une traduction en français. Comme ça, si tu ou vous êtes en train de faire le collecte de données, il y a déjà quelque chose utiliser. Je crois que maintenant, je vais commencer. Evelyne, la deuxième page. C'est bon? Non, 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 ça n'a pas déjà arrivé. Oh, pourtant chez moi, c'est bon. Oh. Ah, Pour les gens qui voient ça, est-ce qu'on est dans la deuxième page ou on est dans la page avec... Jumia, are you seeing the second page or the first page? yeah, what's it? First page. Oh, first page. Oui, oui. Oui, oui. Is it because, okay, so Always the shall I? first page. Oh, Deuxième. sorry, perhaps it's because it was open for so long.
Can I just redo it again? Yes, please. Sorry. Ça va. Can you see my screen? Oui, merci maintenant. Okay. Now it's okay. Et ici, c'est le plan de cours. Je crois que j'ai déjà dit ça, l'important de gens dans le PVS, le public cible, équipe disciplinaire, parce que c'est aussi important, le méthode pour conduire le PVS, comment faire l'analyse de ça, comment communiquer ça, et aussi engagement post-PVS. Next page. Oui. Maintenant, ce que c'est important, on commence pour dire quand on dit gendre, c'est vraiment quoi? C'est inclusivité. Ça veut dire qu'on veut que tout le monde dans le chaîne de valeur est inclus. Ça veut dire qu'on ne regarde seulement pas le cultivateur, mais aussi le gens qui fait le chaîne de valeur, comme le processeur, et aussi le gars même qui fait le trading, hein, qui vend le produit là. Et quand on dit l'inclusivité, c'est vraiment tout le genre là. Et pourquoi on doit regarder tout le gens là dans le chaîne de valeur? C'est parce que quand tu fais un produit, un semence, c'est parce qu'il y a une personne qui a besoin de ça. Et si tu ne connais pas le besoin de gens que tu fais le semence, c'est là où l'adoption est vraiment parfois un peu basée parce que tu produis quelque chose que le gens ne veut pas. C'est pourquoi c'est important que ne regarde seulement pas le producteur, mais regarde ou le planteur, mais aussi transformateur, commerçant et consommateur, parce que c'est le genre là qu'on a besoin. Ici, c'est seulement pour dire, c'est important pour connaître toutes les choses que le genre là veut. Comme ça, quand tu mets une variété au marché, les gens vont prendre ça parce que c'est ça qu'on veut. Next page. Aussi, c'est important pour connaître le préférence différentielle. Ça veut dire parfois, tu peux demander à une femme ou un homme que la préférence ou les traits que tu veux, c'est quoi? Parfois, la femme peut dire c'est la marché, l'homme peut dire c'est productivité et c'est différent. Mais parfois aussi, tu vois que la femme peut dire pour moi, c'est productivité, c'est aussi le marché et l'homme peut dire c'est moi, c'est productivité ou c'est marché. C'est bon seulement pour comprendre parce qu'il y a là où le préférence est la même, mais parfois ce n'est pas la même. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que parfois ce n'est pas la même. L'accès au marché. C'est possible que je vais en variété rouge, mais si je dois acheter le rouge, je dois partir à Burkina. Et s'il y a seulement le jaune ici à Nairobi ou à Kenya, ça veut dire que je vais acheter le jaune. Ce n'est pas parce que je veux le jaune là vraiment, c'est parce qu'il y a un problème de l'accès au marché. C'est pourquoi je n'ai pas parti prendre ce que je veux. Il y a aussi le chose l'âge. Parfois, si tu regardes l'haricot, beaucoup de gens disent, quand tu as un certain âge de 3 ans et en haut, c'est difficile pour manger l'haricot ou certaines variétés de l'haricot parce que je viens avec beaucoup de gaz. Il y a aussi le chose d'ethnicité et éducation. Tu grandis, tu manges une certaine variété et après ça, c'est ça que tu dis que c'est bon, mais tu ne regardes même pas est-ce qu'il y a une nouvelle variété avec beaucoup plus de nutrition ou quelque chose comme ça. Aussi, une autre chose que c'est important, c'est que si tu continues à donner le genre l'haricot ou le riz ou n'importe quelle variété que tu crois qu'on veut, mais tu ne demandes pas vraiment est-ce que c'est ça que le gens veut, tu continues à faire quoi? Pour augmenter même le problème d'égalité. Parce que comme ça, tu ne donnes pas le genre ce qu'on veut, mais ce que tu crois que le gens veut. Ça veut dire que ce n'est pas participant. Il y a une petite photo à côté. La photo seulement montre que parfois, le gens a besoin de différentes choses à différentes raisons. C'est pourquoi on fait le PVS pour demander tu veux quoi? Et aussi pour comprendre pourquoi tu veux ça. Parce que c'est ça aussi que c'est important. Avec l'idée là, le breeder maintenant peut intégrer l'information sur le programme de breeding. Page suivante. Maintenant, c'est un exemple pour montrer. Beaucoup de temps, quand on dit le PVS, le Participatory Variety Selection, on pense surtout à le producteur. Mais comme je dis, il y a le consommateur, il y a le personne qui fait le transformateur de produits, mais aussi il y a les écoles. Il y a aussi le pays même que c'est les Nations Unies qui achètent même le produit pour donner à les gens, par exemple,
dans le réfugié et tout ça. Ça dit, vraiment, quand on dit inclusivité, c'est tout le monde. Ne pense même pas que c'est la personne qui produit et la personne qui consomme ça. Il y a tous les gens au milieu de ça et c'est important pour connaître on veut quoi et comment on peut faire une variété pour eux. Comme ça, si on met ça au marché, on sait qu'il y a quoi? Il y a le client sur ça. Page suivante. Ici, maintenant, c'est pour parler un peu sur les choses transdisciplinaires. Beaucoup de temps, quand on fait le travail, on dit le PVS, c'est seulement le genre de gendre et socio-économique qui doit faire ça. Et le breeding, à l'autre côté, dit seulement que prends l'information là, tu me donnes l'information, maintenant, c'est moi à faire le travail. On dit non, c'est bon qu'il y a tout le monde. Ça dit même le gens qui fait le pathologiste, le personne nutrition, on a besoin de tout le genre là, mais ce qui est important, c'est que tout le monde doit connaître ce qu'il doit faire. Ça dit, il y a un rôle, il y a une responsabilité pour tout le monde. Comme ça, le personne de gendre ne fait même pas le travail de breeder, le breeder ne fait pas le travail de personne socio-économique, le personne socio-économique ne fait pas le travail de nutritionniste. Mais tout le monde vient dire que, OK, pour trouver l'information, si on a besoin de poser quelques questions à le genre. Il y a une question nutritionnelle, il y a les questions socio-économiques, il y a les questions de gendre, il y a les questions aussi liées sur le breeding. Comme ça, on a une question de, tu vois, systématique qui couvre tout. Comme ça, quand tu parles de différents genres, acteurs de valeur de chaîne, maintenant, on comprend mieux ce que le genre l'a dit parce qu'on a déjà fait, on a déjà pris l'information ou les questions dans tout le monde qui est intégré, engagé pour faire quoi? Le sémence. Page suivante. Ici, maintenant, c'est pour expliquer un peu sur les différents acteurs, on a quel rôle et pourquoi c'est important. Si on prend, par exemple, l'agriculteur, c'est lui-même qui fait quoi? Qui cultive beaucoup plus l'innovation qu'on peut avec, ou c'est riz, ou c'est cowpea, ou c'est l'arachide et tout ça. Ça veut dire c'est la première personne qu'on doit parler avec eux. Maintenant, c'est la personne qui peut expliquer quoi? La performance de variété, qui peut dire que je vais variété A et B, mais il donne une bonne raison pourquoi. Parfois, c'est parce que c'est tolérant à la sécheresse. Par exemple, là, on voit qu'il y a le changement de climat. Si on regarde le transformateur, par exemple, celui à côté, au milieu de, à l'agriculteur et commerçant. Et pour lui, il regarde si je dois faire un produit de ça. J'ai besoin de quelle traite dans la variété là. Et lui, il peut donner l'information à demain sur le marché. Si l'agriculteur cultive ça, il sait qu'il y a un marché qui peut vendre ça. Il y a aussi commerçant. Commerçant aussi, c'est transformer la produit, mais parfois, le commerçant, s'il fait que c'est le packaging, il peut arranger ça et vendre ça au pays ou dehors du pays. Aussi, peut vraiment donner pourquoi les gens veulent ça. Est-ce que c'est goût, est-ce que c'est couleur, est-ce que c'est une certaine qualité que maintenant, le producteur doit penser à ça qu'on est en train de faire quoi? De produire le sémence là. Il y a aussi le femme. On sait que ça dépend de les choses qu'on fait. Si c'est l'arachide, comme ça, c'est beaucoup plus le femme. Si c'est maïs, c'est beaucoup plus l'homme. Si c'est l'haricot, c'est beaucoup plus femme. Tu dois connaître qui fait même le produit là. Et maintenant, on peut dire comment on fait même la production de produits. Est-ce que le problème, c'est sémence? Est-ce que le problème même, c'est le pratique dans la chambre? Est-ce que c'est le problème, c'est qui prend la décision? Parce que parfois, c'est la femme qui fait tout au champ, mais c'est la décision où on peut arriver là où c'est l'homme qui fait tout le travail, mais c'est une autre personne, hein? Un garçon à la maison qui fait la décision. Tu dois comprendre comme ça, tu sais qui tu dois parler avec eux pour trouver l'information aussi pour aider les gens à faire le travail sur le terrain. Et aussi, c'est comme beaucoup dans le fond, c'est eux qui la préparation à la maison, qui peut dire même la goût est bon, ce n'est pas bon. Je peux transformer ça même à la maison que les gens peuvent manger ou c'est pas possible, ou je peux faire la nourriture aujourd'hui, mais demain, c'est déjà gâté. Et si c'est là où les gens mangent le nourriture, c'est la même chose, mangent l'aliment,
tu dois regarder quelle qualité, quel trait tu dois arranger, comme ça, le gens peut manger ça dans la soirée et dans le matin aussi, on peut manger ça. C'est aussi, n'est pas trop différent de jeûne, mais beaucoup plus le jeûne, on regarde l'innovation dans l'agriculture parce que pour le jeûne, c'est vraiment l'argent immédiatement. Ça veut dire si tu dois connaître, si tu dois intégrer même le jeûne dans l'agriculture, c'est pour voir même dans la chaîne de valeur, c'est ou dans la chaîne de valeur là où le jeûne peut toucher bien l'argent et comment tu peux faire l'intervention. C'est là où c'est très important. Page suivante. Et maintenant, on va passer sur la méthode pour conduire le PVS. Et ici, je peux laisser ça maintenant à Evelyne pour continuer. Mais avant qu'on arrive à Evelyne, je sais que comme je dis, mon français, ce n'est pas trop bien. Ça dit, c'est possible que j'ai dit quelque chose, tu dis, ah, mais la femme l'a dit quoi? Le bon chose, c'est qu'Evelyne est ici. Si tu as une question, tu peux poser ça maintenant. Si tu es en train de réfléchir sur ça, tu peux aussi écrire ça un peu sur le chat. Comme ça, quand Evelyne finit la présentation, on peut ensemble répondre à la question. Je ne sais pas, je regarde, est-ce qu'il y a une question déjà sur le chat? Parce que tu peux mettre la question ou tu peux mettre la main comme ça et tu peux poser la question directement. Mais maintenant, avec le gens ici, je crois que monsieur Malala a déjà fait ça, pardon. Tu peux seulement écrire votre nom et là où tu travailles et tout ça. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à Evelyne. Evelyne, c'est à toi. Ok. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation de cette première partie. Et le message clé qu'elle a voulu faire ressortir, c'est le fait que dans le processus de la sélection participative, il faut d'abord la pluridisciplinarité pour prendre en charge la question de façon systématique, mais aussi et surtout, il faut pouvoir regarder les différentes composantes au niveau de la chaîne de valeur. C'est pas seulement les producteurs, c'est pas seulement les agriculteurs, c'est pas seulement les commerçants, c'est pas seulement le consommateur, mais c'est de façon systématique pouvoir prendre en compte le besoin de ces différents acteurs qui, d'une manière directe ou indirecte, ont accès aux produits. Et c'est cette présentation qu'elle a voulu faire pour faire ressortir l'importance que le genre représente dans les questions de la sélection participative pour ne pas laisser quelqu'un en dehors, mais de façon inclusive et systématique, travailler à pouvoir avoir des variétés qui répondent aux besoins des acteurs au niveau des end users. Et là, la deuxième partie, c'est vraiment consacré aux différentes méthodes possibles que vous pouvez utiliser, que vous avez déjà probablement utilisées, mais qui peuvent être utilisées dans le processus de la sélection participative. Et parmi ces méthodes-là, on a d'abord le tricot, on a les essais mère-bébé, c'est des champs mères et puis les champs individuels. On a la sélection génomique, on a le profil de produit et le J-Plus méthode avec des rubans de collecte de données. Et enfin, on a la méthode des cartes de collecte de données. Ces méthodes ne sont pas exhaustives. Il y en a d'autres méthodes, mais c'est juste un échantillon de méthodes ici que nous voulons partager avec vous et échanger autour de ces différentes méthodes qui peuvent être utilisées dans le processus de sélection variétale. Et c'est Daisy. Voilà, rapidement, sur la méthode Tricot, je ne sais pas combien d'entre vous l'ont déjà utilisé ou entendu parler. Il faut dire que c'est une méthode, en fait, une approche qui est très participative, dont son nom l'indique, et dans le processus de la sélection participative variétale, c'est une méthode qui peut être utilisée parce qu'il a plusieurs caractéristiques. On a d'abord l'approche détachée, ça veut dire les agriculteurs évaluent 3 variétés, d'abord sans supervision intensive. C'est d'abord la première partie de cette méthode-là. La deuxième méthode, on a le mécanisme de retour d'information, c'est-à-dire l'agriculteur fournit des retours tout le long du cycle de culture qui améliore en fait la fiabilité et puis les détails sur les différentes informations que nous allons collecter durant tout le processus. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle essai aveugle. Ça veut dire les variétés sont codées. Ça veut dire on ne laisse pas, il n'y a pas beaucoup d'informations que le paysan a accès. Et en fait, c'est pour réduire les biais. Parce que quand le producteur a une idée de façon claire sur des variétés, il peut avoir des présomptions. Et donc,
par rapport à cette partie-là, c'est des informations, ce sont des informations qui sont cachées et on permet à l'agriculteur de pouvoir faire des choix et des options basées sur les connaissances primaires qu'il a vis-à-vis de la variété-là. Et donc, c'est tout un processus, des étapes qu'on suit dans le but de pouvoir, à la fin de cette méthode-là, et stabiliser le type de variété dont les producteurs auront besoin. Il faut dire que c'est une méthode qui peut être utilisée après que la variété a été diffusée déjà sur le terrain. Et l'objectif, c'est pour pouvoir présenter aux producteurs ce qu'ils ont déjà peut-être eu accès de manipuler, de voir ou d'utiliser et pouvoir en fait faire un retour sur leur pressentiment et leurs besoins par rapport à cette variété-là. Et donc, ça permet d'améliorer ou de renforcer, d'obtenir des informations plus larges et détaillées sur la variété préférée et qui peut être prise en compte maintenant dans le processus du breeding. Il faut dire de façon opérationnelle, la méthodologie est très courte. On a les producteurs, comme vous pouvez voir au niveau du schéma, et au niveau des producteurs, on a tout le processus, dans le processus de la collecte de données. Donc, on a les variétés qui sont déjà, peut-être qu'on attribue déjà aléatoirement pour faire les essais, parce qu'ils auront le temps de pouvoir voir comment la performance de la variété. Ils vont observer aussi l'évolution de la variété pendant les périodes, bon, disons qu'on prend le cas du Burkina, pendant la période humide, saison pluvieuse. Ils peuvent aussi l'expérimenter pendant la période expérimentale, et je vais dire pendant la saison sèche. Et les agriculteurs eux-mêmes, ils font des classifications selon les différents aspects de performance. Ils peuvent choisir des critères. Ça peut être la rentabilité, ça peut être la présentation des feuilles, ça peut être les critères de performance que l'agriculteur va observer durant tout le processus pour pouvoir apprécier à la fin la variété. Et en même temps aussi, c'est pour aussi pouvoir soutenir de façon indépendante les agriculteurs et réduire les contraintes logistiques. Et donc, des fois, on peut pouvoir organiser des rencontres, je veux dire des petits groupes, et lors de ce processus-là, pour permettre des interactions et des échanges entre les producteurs et pour pouvoir réellement stabiliser la connaissance. C'est vraiment focalisé ici sur les questions des producteurs. Mais les étapes sont vraiment très énormes. On ne peut pas tout détailler ici, c'est tout un processus. Et vous pouvez voir la couleur indigo et la préparation, et c'est le point 1 et le point 2. Et donc, d'abord, on s'assure que le produit ou la technologie est disponible. Et enfin, on décide maintenant de pouvoir mettre en place tout le protocole. Et la phase implémentation, ça va de la phase 3 jusqu'à la phase 7. Et donc là, c'est les participants qui vont prendre part. Ça peut être à travers des foires ou des workshops. Et maintenant, on prépare des packaging pour faire les tests. Et on peut maintenant, au niveau de la partie verte, qui est l'exécution, on commence le trial réellement sur le terrain et les producteurs vont faire un suivi dans tout le processus. Et enfin, on a la collecte de données, l'observation qui vont pouvoir suivre dans le but de pouvoir capitaliser et de prendre en compte les différentes informations qui seront collectées. Donc, les données seront compilées à la fin et selon que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes qui vont faire cette évaluation, vraiment, on arrive à pouvoir capter l'élément clé qui fait appel à l'attention de l'équipe du breeding. Et donc, à la fin, il y a la communication des résultats, il y a le feedback dans le but de s'assurer qu'on n'a pas, mal compris un certain nombre d'informations et pouvoir réellement corriger pendant que on est toujours dans le processus de l'évaluation. Et il faut dire que la collecte, la liste des données TRACOT utilise, il y a l'approche qualitative, mais aussi l'approche quantitative qui est beaucoup utilisée. Et ici, c'est les types d'outils qui peuvent être utilisés. D'abord, on encourage l'utilisation numérique avec les téléphones portables pour pouvoir faciliter ou minimiser les bias
dans la collecte de données. Donc, la collecte de données peut se faire à travers des tablettes et le modèle de Bradley Terry est souvent très utilisé dans les analyses statistiques. Et aussi, et ça permet en fait de pouvoir nous fournir, comme je le disais tantôt, des statistiques qui permettent en fait de pouvoir assurer ou rassurer le breeder qu'il y a tel nombre de personnes en fait qui sont peut-être qui ont un penchant par rapport à telle variété, par rapport à telle caractéristique de la variété comparée à d'autres. Et donc, voilà, les données sont analysées en général. Il y a un feedback qui est toujours fait à la fin avec les parties prenantes, ceux qui ont pris part à l'étude. Bon, ici, rapidement, c'est sur la deuxième approche qui est sur la sélection génomique et qui est aussi une méthodologie utilisée dans le processus voilà, de la sélection participative. Donc, la modification du design de tripod est utilisée avec les plantations, la récolte et la plupart des collectes, c'est effectué par les agriculteurs et les assistants locaux formés. C'est-à-dire le producteur lui-même peut documenter au fur et à mesure son expérience et dans le processus de stabilisation ou dans le processus d'évaluation des types je dirais, de légumes ou de céréales qui l'intéressent. Et là, vous voyez, on a, et c'est un peu en anglais, mais comme vous pouvez le voir, on a la préférence des producteurs qui, des fois, sont en lien avec la rentabilité. Ensuite, il faut dire que ça permet en fait de pouvoir, et, je vais dire quoi, de pouvoir évaluer les besoins des producteurs selon aussi le type de producteurs qui travaillent sur le terrain et aussi selon les types de champs qui sont utilisés selon les types de besoins et les conditions dans les questions au niveau socio-économique, contextuel, où voilà, la variété est utilisée. Deux fois, les options des producteurs peuvent aussi dépendre voilà, du temps. Je veux dire, le temps de semis, ça peut dépendre de ça, mais ça permet en fait un suivi rapproché pour pouvoir réellement stabiliser la sélection variétale dans tout le processus. Et il faut dire que cette sélection-là se fait d'abord au niveau de la contribution des producteurs sur le choix des sites et on essaie d'être plus équilibré. Pour pouvoir faire une évaluation systématique, on a des femmes, des hommes et des champs aussi qui sont à la gestion de l'homme et de la femme. Parce que des fois, ce que la femme va regarder comme critère dans son petit champ, dans son petit lopin de champ de niébé ou de haricots ou de champ d'arachide, ça pourrait être différent que ce qu'elle va observer ou vouloir dans le champ qu'elle gère en commun accord avec son époux. Et donc, c'est vrai, c'est très important de pouvoir faire les évaluations selon le genre et aussi faire une évaluation avec avec les deux de façon concomitante dans la gestion du champ communautaire. Et donc, cela permet en fait d'engager les groupes de femmes pour voir la gestion et aussi pour voir qu'est-ce que la femme apprécie. Est-ce que c'est le temps de la variété dans le champ? Est-ce que c'est d'autres critères qu'elle utilise pour évaluer ses préférences? Et aussi voir qu'est-ce que l'homme aussi regarde en tant qu'homme. Et après maintenant, voir quand on engage l'homme et la femme au même moment, qu'est-ce que les deux en fait regardent en termes d'options, de préférences et dans cette dynamique d'évaluation de préférence. Et donc, comme je le disais tantôt, la sélection des sites, c'est basé sur la représentativité de la communauté, sexe, classe, bon, la richesse aussi. Et donc, ça permet en fait de façon participative et plus qualitative déterminer les groupes cibles et les besoins de ces groupes cibles-là. Il peut arriver qu'on trouve des caractéristiques qui transcendent les groupes, mais ça peut être aussi groupe spécifique. Donc, tous les agriculteurs reçoivent des variétés, de différents types, différents modèles. Et donc, il y a la possibilité de se concentrer sur une région parce que des fois, c'est très intense. Donc, c'est plus intéressant quand on travaille de façon progressive.
On prend une zone dans laquelle on fait cette évaluation de façon systématique et on peut, la saison suivante, passer à une autre zone et à la fin, on peut avoir, selon les gradients climatiques, comment les préférences sont définies, comment selon les cultures et puis les pratiques, les gens font des options et des préférences qui sont de façon spécifique. Donc, voilà un peu sur cette méthodologie-là, comment l'approche est plus utilisée dans le but de pouvoir faire une sélection variétale de façon participative. Donc, pour ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, il faut dire que c'est en station comme les images le montrent ici, hein, et c'est sur le terrain. Ça veut dire en même temps on apprécie, en même temps on voit et on suit. Donc, les données sont désagrégées par sexe et selon les préférences. Et bon, on a une analyse des diversités des conditions. Et si on a l'opportunité de pouvoir faire ces différentes, dans différentes stations, et donc les facteurs socio-économiques qui affectent aussi peuvent être corrélés dans ce sens-là. Et donc, il faut dire que les traits qui sont pris en compte par les agriculteurs lors de la sélection des variétés, ça c'est le cas sur le haricot. Et il y a les questions du rendement, il y a les questions de la demande sur le marché, et vous pouvez voir les pourcentages. Ça donne des variations d'options que c'est ce contexte complexe d'hommes, femmes, jeunes et mixtes ont pu pouvoir donner comme information. Et donc, avec ces informations détaillées et désagrégées, on peut réellement pouvoir prendre en compte des variables très clés dans le processus de la sélection variétale participative pour répondre aux besoins des acteurs au niveau de la production surtout. Et donc, ici, c'est toujours dans la même logique. Et donc, voilà, c'est une étude qui a été menée et ça montre cette diversité et d'options des producteurs et des agriculteurs au niveau du terrain. Donc, vous pouvez voir que les types voilà, de semences qui sont utilisées, on a des QDS, ce sont les Quality Declared Seeds, ça veut dire c'est des variétés qui peuvent être produites par les producteurs et distribuées par les producteurs. Et donc, ça permet en fait de pouvoir regarder les pourcentages élevés de producteurs et aussi les rendements élevés selon le type de semences utilisées, etc. et les rendements au niveau des hectares. Et ça permet vraiment de pouvoir aider et appuyer la sélection variétale. Il faut dire que les implications des fois des traits dépend aussi des intrants et aussi les revenus des producteurs. Et tous ces éléments-là, ça peut être inclus et pris en compte dans ces analyses-là. Ici encore, vous pouvez le voir, c'est des variations d'options qui dépendent non seulement de l'intensité du travail, parce que plus on est peut-être femme, on n'a pas assez de cash pour acheter un certain nombre d'intrants pour prendre en charge son champ. Au plus, on a besoin de cash lors de la saison hivernale et on fait des options selon hommes, femmes ou selon que ce soit les deux combinés et qu'on expérimente dans les champs. Tout ça, ce sont des résultats d'études qui ont été menées utilisant cette approche-là. Oups. Et voilà, pour ce qui concerne, et ici, le tableau, c'est les résultats, des déterminants de performance, des données très quantitatives et qui sont désagrégées selon le sexe, comme vous pouvez le voir, utilisant la méthodologie. Et là, c'est pour la deuxième méthode concernant les essais mère et bébé, c'est, bon, on appelle ça le champ, le champ mère et puis, bon, le champ individuel. Et par rapport à cette approche-là, en fait, le producteur a vraiment le temps de pouvoir apprendre dans deux settings, ça veut dire dans deux plateformes. D'abord, dans le champ, mais où ils partent tous, apprendre tout un processus et il fait des options et dans ce champ-là, il apprend de façon participative et il inclut les conditions et puis voilà, avec tous les acteurs, il inclut les chercheurs que ce soit l'économiste, le gender spécialiste, le breeder, le sélectionneur, etc. Il y a tous ces acteurs-là qui sont agglutinés autour de ce champ dans le processus de sélection. Et après, on a le champ individuel qui est
voilà, ce qu'on appelle le champ bébé. Et ça, c'est le champ que l'intéressé va maintenant, à l'issue de ce qu'il aurait appris, gérer de façon individuelle son essai, tester, stabiliser sa compréhension et voilà, il peut comparer les conditions de champ mère avec son champ individuel dans le but de pouvoir réellement faire des choix. Et donc, les caractéristiques clés, les avantages de ces essais-là, ça permet d'évaluer la performance des variétés à travers différents espaces, microclimats et types, etc. Les agriculteurs aussi participent activement au processus d'évaluation parce qu'ils fournissent des informations basées sur leurs pratiques et leur gestion de connaissances au niveau local. Ça prend aussi en compte les préférences et les besoins des hommes et des femmes parce que ça renforce en fait de façon pertinente le travail qui se fait de façon concomitante dans le même champ. Et il faut dire que la méthode de classement est utilisée dans les essais mères parce que c'est là que c'est vraiment voilà, simple et efficace, surtout lors des évaluations en grand nombre. Et dans les essais bébés, les agriculteurs fournissent des retours. Là, même si on ne les suit pas, c'est à eux de fournir des retours par rapport à leur expérience et ça permet en fait de façon participative de contribuer à ce que le champ mère a pu pouvoir produire comme information et résultats et par rapport à ce qu'on reçoit comme feedback au niveau des champs individuels. Donc, la collecte de données, voilà, ça se fait dans une dynamique, je dirais, participative. Ici, ce qu'il faut noter de façon spécifique, c'est que, on l'a mentionné hier lors de la formation en anglais, c'est que des fois, on évite des interférences parce que quand les gens sont en groupe aussi, il peut y avoir je vais dire quoi, le point de vue de la première personne qui parle peut impacter sur le point de vue des autres. Donc, on essaie tant bien que mal à avoir des visions ou des appréciations individuelles. Comme ça, on peut réellement pouvoir comprendre et avoir des informations sur les individus et non sur un groupe. La discussion du groupe peut venir après, mais c'est important de pouvoir réellement voilà, avoir des informations individuelles. Et aussi, on peut aussi les regrouper selon le genre. Les femmes ensemble font une appréciation parce qu'elles partagent un certain nombre de caractéristiques qui les permet en fait de pouvoir faire des appréciations en tant que femmes. Et on a aussi des groupes d'hommes et on a des groupes mixtes et on a des groupes individuels. Et donc, quand on collecte des données de façon très variée et individuelle, groupe selon le genre et groupe mixte, on arrive à la fin réellement à pouvoir avoir une appréciation assez, et je dirais, systématique des informations et aussi sur les informations à donner comme feedback ou à travailler de façon synergie avec les sélectionneurs pour pouvoir prendre en compte dans le processus de sélection variétale. Et voilà, voilà, ici c'est le méthode à ruban. Il faut dire que là, bon, c'est vraiment l'outil et sur le profil des produits, sur l'approche du Gender Plus qui est vraiment utilisé pour ajouter la profondeur. C'est vraiment des données, la collecte des données qualitatives ici. Parce que des fois, à travers les évaluations qu'on a pu voir, on peut avoir des quantités, on peut avoir des nombres pour pouvoir étayer, mais la profondeur, le pourquoi, le comment, etc., ce sont des questions qu'on se pose toujours et par rapport à ces préférences-là. Et cette méthode-là vient en fait pour pouvoir creuser de façon profonde les informations sur le pourquoi les choix des femmes sont ainsi, sur le pourquoi les choix des hommes c'est ainsi, sur le pourquoi des choix combinés voilà, se présentent ainsi. Et donc, ça permet en fait de pouvoir faire des croisements et de comprendre de façon qualitative, à travers cette approche qualitative-là, les informations qu'on a collectées. Et voilà, et il faut dire que ça se caractérise par voilà, c'est ciblé aussi sur voilà, sur les acteurs au niveau de la chaîne de valeur. C'est ciblé aussi sur les preuves que les gens ont et les priorités que les gens font par rapport à des traits qu'ils ont choisis et aussi sur l'impact potentiel voilà, que ça peut avoir sur les traits selon le genre et selon les différents types d'acteurs au niveau de la chaîne de valeur.
Et ceci dit, il y a l'usage des cartes dans le processus aussi de sélection variétale. Et les couleurs, ça dépend de comment vous organisez le processus. Les couleurs peuvent représenter les options que les gens font. Ça peut être comme ici, on peut utiliser les couleurs pour recueillir les préférences des participants. On peut aussi les donner des caractéristiques socio-économiques des participants pour pouvoir utiliser des cartes spécifiques pour qu'à la fin, on puisse pouvoir faire une évaluation systématique à travers ces cartes-là. Parce que des fois, bon, les évaluations dépendant du groupe, il y a des gens qui ne savent pas lire ni écrire et avec les couleurs, c'est très facile de pouvoir faire des travaux systématiques sur le terrain. Ça permet aussi aux chercheurs, en fait, de pouvoir, voilà, obtenir des retours. On a des nombres en même temps. Le nombre, ça peut être aussi l'intensité ou du moins ça peut désigner le sexe. Donc, c'est vraiment, et il n'y a pas de manière standard dans l'usage des cartes. C'est à la personne de pouvoir savoir qu'est-ce que j'utilise, telle couleur est utilisée pourquoi et tel nombre est utilisé pour peut-être le genre ou voilà. C'est vraiment pour classer et ça peut être trois, ça peut être plus de trois couleurs, mais ça permet vraiment de pouvoir de façon spécifique collecter des données sur les PVS sur le terrain. Et donc, voilà, comme on le disait, et les séances en plénière, ça permet en fait de discuter sur les critères de sélection, ça facilite la compréhension et ça permet d'approfondir les traits et voilà, et valoriser par les participants et à prendre en compte par la sélection. Et donc, voilà, ici, voilà, je disais tantôt que la méthode des cartes pour la collecte de données dans les essais PVS, on a ici la méthode de l'éclassement détaillé en 4 couleurs. Ici, c'est vraiment un cas d'étude, la couleur blanche plus préférée par les hommes, jaune plus préférée par les femmes, bleu moins préféré par les hommes et rose moins préféré par les femmes. Donc, on peut déjà, à l'issue d'un travail avec les cartes et les couleurs, pouvoir classer rapidement selon le sens que vous donnez à vos couleurs, à vos cartes et au nombre qui sont sur les cartes là. Donc, le processus, après une brève formation sur les techniques d'évaluation, les participants utilisent les cartes parce qu'il faut les expliquer comment il faut utiliser les cartes, il faut les expliquer le sens de chaque carte et chacun, voilà, en partant, en faisant son évaluation, sait qu'est-ce qu'il faut mettre où et pourquoi. Voilà. Donc, les analyses des données améliorées, bon, cette méthode, comme je le dis, permet d'obtenir des aperçus nuancés sur les préférences spécifiques du genre et les interactions socio-économiques affectant le choix variétal. Et, oups, Daisy. Voilà, on est en train d'aller vers la fin. Donc, il faut dire que l'analyse des données PVS sont désagrégées par genre et c'est très important et c'est ce pourquoi on est en train de décharger ce soir. Il faut que on puisse réellement désagréger les informations selon le genre et voilà, parce que ça permet quand même de pouvoir, bon, disons le genre et la diversité, hein, parce que ça permet quand même de pouvoir réellement, voilà, et faire ressortir des évaluations assez complètes pour l'usage et à la fin et intégrer dans la sélection variétale. Et voilà, et à la fin, c'est de pouvoir s'assurer que les données sont partagées. Et donc, ça peut être voilà, mis sous différents formats. Ça peut être ça peut être inclus dans les publications scientifiques. Ça peut être et voilà, partagé sous des formats structurés comme des évidences d'information. Et ça peut aussi être partagé dans divers médias. Et voilà, permettre des apprentissages mutuels d'adaptation parce qu'à la fin, si c'est fait dans différentes régions, à la fin, on peut les regrouper. Ça permet quand même de pouvoir faire une tâche d'huile au niveau de la sélection variétale, même au niveau, je dirais, institutionnel. Parce qu'on arrive quand même à se dire que dans telle région, telle région, telle région, voici ce que les informations ressortent et voici ce sur quoi nous allons stabiliser notre processus de sélection cette année ou dans les années à venir, basé sur A, B et C. Donc, le partage, ça se fait partout, hein, sur les réseaux sociaux, voilà, voilà, à travers des notes politiques, les policy briefs, les blogs, et puis aussi sur les fact sheets pour pouvoir faciliter la distribution de ces informations-là. Et voilà, et rapidement, les activités post-PVS, et il y en a tellement, c'est mettre en œuvre des suivis réguliers parce qu'on ne s'arrête pas. C'est tout un processus continu de découverte et d'apprentissage. Il faut encourager les essais PVS en cours pour évaluer les impacts à long terme et l'adaptabilité des variétés dans les conditions climatiques changeantes. Il faut aussi utiliser des questions directes et ouvertes
pour recueillir des retours détaillés des agriculteurs. Parce qu'il peut dire cette année comme ça et il doit du processus, il peut découvrir d'autres réalités qui lui permettent de faire des feedbacks qu'il faut suivre. Il faut réaliser des enquêtes pour la collecte efficace, des retours quantitatifs et qualitatifs, parce que les deux sont importants. Des fois, il faut la quantité pour montrer jusqu'à quel point l'élément est important par rapport à tel groupe social ou par rapport à A, B et C, mais aussi des informations qualitatives pour pouvoir donner des informations sur la profondeur de la question. Et combiner à la fois des informations qualitatives et quantitatives, c'est vraiment à encourager. Et donc, adapter les stratégies de PVS pour mieux répondre aux besoins. Et plus on est dans le processus, plus on apprend, voilà, et plus on se corrige et on continue le processus. Ici, c'est vraiment, et voilà, sorte de cloud sur la sélection variétale participative qui est très importante pour plusieurs raisons. Et les raisons sont entre autres diverses. C'est pas exhaustif, mais voilà, c'est vraiment entre autres, comme vous pouvez le voir, il y a l'inclusion du genre, il y a le renforcement des capacités des producteurs, il y a aussi voilà, le renforcement de l'acceptance des variétés qui sont mises à disposition des producteurs parce qu'ils l'ont suivi, ils savent c'est quoi et ils connaissent le potentiel de la variété. Et en même temps, ça leur permet aussi de pouvoir prendre en compte ce que les autres acteurs de la chaîne de valeur en ont besoin parce que ce qu'on a fait, ça s'applique et aux producteurs et aussi aux autres acteurs de la chaîne de valeur parce qu'ils ont aussi leur vision et leurs préférences à partager et les mentors peuvent les impliquer automatiquement au même titre, en dehors du fait que le producteur, il est au niveau du champ, mais du moment où le produit fini est observable, tous les acteurs peuvent l'apprécier et peuvent l'évaluer à sa juste valeur. Donc, ça contribue en fait aux questions socio-économiques, entre autres, et ça permet en réalité de pouvoir, faciliter ou rendre le chemin que la variété doit prendre pour être connue par les producteurs moins long et donc de façon systématique encourager l'adoption des variétés améliorées sur le terrain. Ici, ce sont des références de publications dans ce sens-là qui peuvent être utiles pour encore vous renforcer sur les questions méthodologiques, etc. Ce n'est pas exhaustif. S'il y a besoin, vous pourrez avoir encore plus qui ça sera partagé. Et voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention et on reste très ouvert aux différentes questions, suggestions dans le but de la sélection variétale participative pour le besoin des acteurs de la chaîne de valeur. Voilà, merci. Et je crois que ici, c'est un acknowledgement par rapport à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement, financièrement, ou je dirais, voilà, et financièrement ou de façon, à travers le processus de learning, à ce que, voilà, ce travail puisse vraiment avoir de l'impact sur le terrain et aussi pouvoir faire cette formation aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Evelyne, et aussi merci pour les participants. Je crois maintenant on va passer sur les questions et un participant avait une question sur la présentation. Je crois qu'on a seulement maintenant M. Malala et M. Akilou. Est-ce qu'il y a une question? Comme ça, tu peux poser ça en direct. Tu n'as pas besoin même d'écrire ça sur le chat parce que j'ai regardé le chat jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une question là-bas. Ok. Je crois que sans question, Evelyne, pardon, tu peux regarder votre WhatsApp. Il y a un petit questionnaire que tu peux mettre ça ici sur le chat. Pardon, participants, c'est seulement pour remplir ça. Ça nous aussi donner l'idée est-ce que le coup, si c'est un ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit, tu vois, enforcer comme ça, c'est même pas on fait ça en deuxième fois. L'autre chose aussi, c'est que moi, je suis disponible et Evelyne est disponible. Si tu as une question après aujourd'hui que tu vas poser, tu peux même écrire directement à nous ou tu peux écrire directement à Nathan. Comme ça, il va faire un engagement avec nous et on peut vous aider
dans toutes les choses que tu fais, comme l'intégration de Je suis en dans train le de... PVS pour envoyer le questionnaire qu'on a déjà utilisé pour même discuter comment tu fais ça sur les différents secteurs de l'agriculture, foresterie, que tu travailles dans ça. Mais j'attends maintenant qu'Evelyne envoie ça et je Ouais, veux... c'est ce que je suis en train de faire. Je viens de copier. Voilà. Je crois que c'est ça. Oui, Je oui, viens oui. d'envoyer ça dans le chat. Merci beaucoup. Oui, 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 pardon, pas seulement remplir ça, c'est en français. On a déjà traduit ça en français. C'est pas beaucoup de questions. Oui, c'est seulement pour comprendre le module que c'est mieux. Là, on peut arranger, comme je dis, des gens et tout ça. Mais je crois qu'à l'heure, si c'est seulement pour dire vraiment merci beaucoup à Evelyne, merci beaucoup à Jumia. Comme je dis, pour elle, c'est vraiment anglais, mais elle nous a accompagnés. Fait le présentation et on a fait ça en anglais. On va aussi envoyer tout le monde le recording. Il nous avait dit il y a le certificat pour les gens qu'on a participé, mais aussi pour dire grand merci à le CG Gender Impact Platform parce que c'est nous qui a vraiment mis cette opportunité pour aussi venir avec tous les gens, comme ça on partage ensemble. Sur mon côté, je vais seulement dire merci beaucoup, passe une bonne journée, mais je vais donner la dernière mot à Madame Evelyne. Evelyne, c'est à toi Aïe! maintenant. Oh non, je crois que Hélène a bien conclu avec son français spécial. En tout cas, merci beaucoup aux participants qui sont restés en ligne. Il faut dire que, bon, par rapport à hier, on avait eu beaucoup d'engouement parce qu'on a eu beaucoup de participants hier pour la session anglophone. Voilà, ça montre aussi comment on est au niveau de la partie francophone. On n'est pas au même rythme. Et voilà. Et donc, on espère que prochainement, on va utiliser les moyens des francophones pour qu'ils puissent pouvoir avoir l'information et pouvoir aussi participer à ces genres de formation. En tout cas, merci infiniment d'être resté avec nous pendant voilà, c'est 1h30 déjà. Et voilà, si après cette session, vous avez des questions, vous pouvez à n'importe quel moment nous envoyer un email s'il y a un besoin d'appui quelconque par rapport à une méthodologie spécifique que vous aimeriez implémenter ou mettre en œuvre. Voilà, vous pouvez nous contacter et nous serons très heureux de vous, voilà, de faire chemin avec vous dans ce processus-là. D'accord. Donc, sur ce, vraiment, je vous dis merci infiniment. Merci à Hélène et puis à Djoumaï de m'avoir associé à cette initiative. Et voilà, je crois que voilà, la dynamique continue. Et voilà, jusqu'à ce qu'on se retrouve encore très bientôt pour d'autres processus et pour une bonne sélection qui répond aux besoins de nos acteurs de la chaîne de valeur. Merci. OK, merci Madame Evelyne et bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao.